Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle saison de votre émission Entre Femmes qui s'intéresse particulièrement à la jeune féminine. Aujourd'hui, nous avons comme invité une grande dame qui évolue dans le domaine politique, le domaine des affaires et qui arrive à entretenir sa famille comme une bonne femme au foyer et une bonne mère. Il s'agit de Madame Kaba Rougui Barry, qui est actuellement ministre conseiller au cabinet du président de la République. Je vous invite à suivre son portrait. Les Guinéens ont l'habitude d'être surpris par cette dame de fer élégante qui a les yeux bridés, toujours prête à affronter l'adversité et les préjugés pour imposer ses positions. Licenciée en économie et directrice de l'ONG humanitaire Aide pour le développement durable, l'ancienne mère de Matam est mère de 5 enfants. Une mère accomplie qui se bat pour l'avenir des jeunes pour lesquels elle a pu créer 250 emplois en 1993 et assurer plus de 17 000 élèves du primaire en 1994. Parmi ses nombreuses activités, Rougui Barry a œuvré activement pour la paix et la protection de l'environnement. Cette femme d'affaires évolue depuis 25 ans dans la manufacture de batteries automobiles, exportatrice de café vert et importatrice de matériaux de construction. Rougui Barry s'est aussi impliquée dans le domaine culturel en appuyant certains artistes en 1990. Elle a été la présidente de partis politiques plus tard alliés au RPG Arc-en-Ciel. Rougui Barry a aussi occupé de hautes fonctions ministérielles, à savoir ministre de l'enseignement préuniversitaire de l'éducation civique et celui délégué aux affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Elle est actuellement ministre conseiller au cabinet du président de la République. Après avoir suivi ce portrait très riche, je vais maintenant faire face à notre invité. Bonsoir Adia. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci de nous avoir reçus chez vous dans cette émission Entre Femmes. Vous avez suivi le portrait tout à l'heure. Êtes-vous fière de votre parcours? Pas fière en parlant de moi-même. Je suis confiante. Vous êtes consciente. Ok. De mère Soussou, de père Peul, époux Malinké, Tout à fait. et exportatrice des produits de la forêt. Est-ce qu'on peut dire que vous représentez la Guinée en miniature? C'est que je me retrouve très bien un peu partout. Oui. Et je me sens guinéenne. Okay. Vraiment guinéenne dans ma peau, okay. Et dans mon cœur et dans mon esprit. Ok. Vous pouvez donner la signification de ce petit cycle RBB pour la nouvelle génération? RBB, c'est Rougui Barry et frère en anglais. J'ai créé ceci il y a très longtemps parce oui. que nous avons perdu notre maman très tôt. Okay. Et j'ai élevé mes 7 jeunes frères. Et ils sont allés tous étudier aux États-Unis à l'époque, il y a 40 ans de cela aujourd'hui. Oui. Et j'ai tout de suite appelé la société RBB, Rougui Barry and Brothers. Et cela, pour qu'ils sachent que nous nous battons ensemble, nous vivons ensemble et que nous devons continuer ensemble. Ok. Madame Kaba Rougui a été maire de la commune de Matam. Dites-nous quels sont les actes que vous avez posés positivement pour briguer les 2 mandats et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en tant que femme? La première difficulté, c'est qu'à l'époque, oui. En 1990, oui. Il n'y avait pas de femmes candidates oui. à la mairie. Donc j'ai eu l'opportunité d'avoir le courage d'abord oui. et d'être candidate. Nous étions 5, une femme, 4 hommes. Oui. Et j'ai eu un bon argumentaire. Le plan d'action que j'avais présenté a été accepté par la population. Donc oui. j'ai eu emporté les élections. Le second mandat, il y a eu la naissance des partis politiques en 1993, c'est-à-dire quelques années après que je sois élue. Donc, avec les partis politiques, j'ai eu à emporter les élections en 1996. Oui. Et contre même le parti au pouvoir d'alors, le PV. Okay. Je le dis encore. Ce que je retiens de ce travail, c'est que du plan d'action, nous avons réussi à créer la confiance entre la jeunesse et la gouvernance. Oui. Et disons les femmes et l'administration en créant des ONG. Nous avons pu créer près de 360 ONG
Oui. des coopératives, des mouvements associatifs, tout ce qui rentre dans le processus de renforcer la confiance en soi des femmes. Oui. Nous l'avons fait avec mes conseillers communaux. Et de même, nous avons pu mettre des éclairages, des panneaux solaires au niveau des maternités. Ok. Et nous avons fait l'assurance de près de 17 000 enfants à l'école primaire. Et les pavés de Bonfils, nous l'avons fait avec Dans la commune de Matam. Toujours. Ok. Les pavés de Bonfils, nous avons eu à le faire avec une association qu'on appelle Baté Bagafouté Bagafouté. à l'époque. Et au niveau des diplômés sans emploi, Oui. nous avons réussi à trouver de l'emploi par plus de 200 jeunes diplômés sans emploi, Eh oui. en les rapprochant des opérateurs économiques. On les a mis par affinité socio-professionnelle. Eh oui. Et chaque entreprise qui payait les impôts étant répertoriée chez nous, nous avons pu envoyer 2 éléments, deux étudiants, disons 2 diplômés à l'époque sans emploi, et ça a bien marché. Il y a tellement de choses, on ne peut pas vous dire tout ça, c'est très loin. Ok. Il y a de cela 14 ans, mais une chose est certaine, c'est que nous avons réussi à faire beaucoup de choses. Nous avons créé le boulevard de l'histoire, et en mettant des monuments géants, par exemple le bloc de Samori Touré à l'ENAM, Oui. et tant d'autres statues un peu partout que nous avons réussi à faire. Ok. Et nous avons dit aux diplômés sans emploi qu'ils ne peuvent pas attendre tout de l'État. Il fallait qu'eux-mêmes ils s'organisent en créant des ONG, des petites sociétés, pour faire du porte-à-porte dans le cadre de la médecine de proximité, par exemple. Ok. Et ça a très bien marché. Ok. Mère de la commune de Matam et mère de famille, naturellement, les 2 mères ne s'écrivent pas de la même manière. Mais comment est-ce que vous êtes arrivé à concilier ces 2 mères? D'abord, j'étais femme d'affaires depuis 1986. Femme d'affaires, c'est à partir de ce travail que j'ai pu m'organiser. Ce fut mon premier mari, Ok. le business, la réussite dans ce domaine. Et je me suis organisée en disant que si jamais j'arrivais à me marier, avoir des enfants, il faut d'abord que j'ai une certaine assurance sociale. Donc j'ai réussi en qualité de femme d'affaires. Oui. Avec le mariage également qui est venu, et puis peu de temps j'ai eu 2 enfants. Oui. Et lorsque je rentrais à la mairie, mon 2e enfant avait 3 mois à peine. Oui. Et j'ai réussi en structurant les choses comme un holding au niveau de la société, un holding parce qu'il y avait plusieurs filiales à l'intérieur. Oui. Donc mère de famille, mère de commune, et femme d'affaires, Oui. j'ai pu concilier les 3. C'est que je me mets dans la peau de la femme, Oui. mère de famille, Oui. et je réussis à accomplir ma mission, c'est-à-dire gérer la maison, gérer les enfants et l'époux. Et en qualité de maire de commune avec mon conseil communal, j'ai réussi à gérer les 20 quartiers d'alors de Matam, parce que maintenant je pense qu'il y a 24. Oui. Et également en qualité de femme d'affaires, présidente de l'entreprise Rougué Barré et Frères. Oui. J'ai réussi à mettre à la tête de notre compagnie un directeur pour gérer l'usine de batterie automobile et une autre personne pour gérer le café, parce qu'il faut l'acheter à l'intérieur du pays Ok. et l'exporter. Et également les matériaux de construction, un autre frère qui fait l'architecture. Oui. Lui s'occupait des achats des matériaux de construction en Italie et ailleurs pour l'amener en Guinée. Voilà comment nous nous sommes organisés. C'était pas difficile, une simple organisation. Et avant, vous le pensez que c'était pas difficile? Je l'ai C'est pratiqué. parce qu'aujourd'hui que... Non, je l'ai Vous avez pratiqué, réussi, je l'ai pratiqué. Je vais vous dire une chose, c'est que j'ai démarré en faisant du négoce, du consulting. Donc j'ai réussi à avoir des marchés au niveau de l'Office national d'hydrocarbures, qu'on appelait ONA à l'époque. Oui. Et à partir de là, j'ai eu mon premier capital. Et à force de travailler dans ce domaine 1 année, 2 années, Oui. j'avais déjà, à 23 ans, j'avais déjà mon premier million de francs français, à l'âge de 23 ans. Je l'avais et puis ça s'est passé très vite. Le reste n'était plus difficile. Ok. On dit souvent que la femme est le moteur du développement d'un pays. Qu'est-ce que vous pensez de la femme guinéenne en général? Tout à fait. C'est que naturellement, par l'éducation que les parents nous donnent, Oui. la femme est habituée à s'approcher du foyer, c'est-à-dire du feu, la cuisine, la marmite, la vaisselle.
Oui. Et elle s'occupe d'elle-même, ça c'est la fillette. Oui. Elle s'occupe du petit frère. Tandis que le petit frère, lui, il est éduqué, il faut qu'il joue. Il joue, et puis il va à l'école, il joue encore. Donc il n'a pas cet instinct que la femme a. C'est l'atout que la femme a par rapport à l'homme. Mais peut-être dans d'autres coutumes, les hommes aussi arrivent à faire tout ça. S'il n'y a qu'un garçon dans la famille, peut-être, je ne sais pas. Que moi, dans ma famille, ma mère, mon père et ma mère ont eu 3 filles et ensuite 7 garçons. Donc nous avons appris à tout faire, la cuisine et tout. Pour moi, rien n'est difficile. Il suffit d'avoir une petite volonté. Et peut-être que la perte de ma mère, parce que j'ai perdu ma mère peu de temps après le bac, peut-être que ça m'a propulsé encore en me disant qu'il n'y a personne pour m'aider, il faut que je continue à me battre. Et en étant seule, il fallait que je travaille, que j'aille à l'université en France. Et que... vous êtes l'aînée de votre famille? Non, je suis la seconde fille. La seconde fille. Oui, il y a une fille, une grande, ma grande sœur, Oui. et moi-même, ma petite sœur, après les 7 garçons. Les 7 garçons se suivent. Et donc, j'allais à l'université, je travaillais, et je m'occupais de mes jeunes frères également. Donc c'est ce que j'ai fait, puis après on a créé RVB. Et RVB en 90, j'ai fait de la politique puisque je me suis battue pour être maire. J'ai continué dans le processus jusqu'en 2000. Okay. Quels ont été vos rapports avec les autres femmes que vous avez côtoyées dans le domaine professionnel? C'est que à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup de femmes d'affaires à l'époque. Il n'y en avait pas beaucoup. On pouvait les compter au bout des doigts à l'époque. Parce que moi, en 86, j'avais déjà ma compagnie d'exportation et d'importation. Et en 86, mais en 91, j'ai implanté l'usine de fabrique de batteries automobiles qui produisait 300 batteries par jour. Et j'ai créé en même temps l'Auto-Guinée où j'avais plus de 400 emplois directs. Et puis il y a des emplois indirects encore, les autres vendeurs. Okay. Et avec les autres femmes, c'est que j'avais mon occupation à moi, j'avais pas tellement le temps de monter et descendre avec elles, ce qui fait que je sais même pas me maquiller. Alors j'ai pas appris les petits secrets de femmes. Oui. J'ai passé toute ma vie à travailler. Mon enfance a été un peu touchée par le travail, quoi. Travail, c'est ça. Vous aviez été la première personnalité politique à initier la construction des passerelles en République de Guinée. D'où vous avez tiré ces inspirations? C'était un engagement politique. Okay. Au moment de la campagne, en 90-91, oui. On a parlé d'infrastructure. Il y avait beaucoup d'accidents à la croisée des chemins de Madina. Nous avions les 4 chemins de fer, oui. et l'autoroute et la transversale Madina-Dixine. Et c'était très pénible et il fallait qu'on fasse quelque chose là-bas. Okay. Et nous avons eu un grand opérateur économique qui s'est fait écraser par le train, Baldé, Zahir, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit il fallait que je mette les passerelles pour essayer d'arranger certaines choses dans le cadre de la circulation. Et ce sont des engagements politiques que j'ai pu réaliser, bien que je n'ai pas réussi à le faire dans le budget communal, mais que c'était un engagement personnel, malheureusement. Un engagement personnel, oui, ça a été financé par moi-même. Okay. Est-ce la politique qui a révélé la face de Rogi Bari? Non, la politique est arrivée après. Ce qui étonnait les gens, c'est parce que je vivais seule ici, dans cette même cour avec mes petits frères. Parce que maman est décédée, j'étais en France, je suis venue recueillir les enfants. Oui. Et il y avait les affaires. Et avec les affaires, à partir des affaires, je faisais beaucoup de messies. J'ai eu à prendre le groupe Prince Gabaté, 5 jeunes garçons. J'ai vu, ils sont très jeunes. Et ils jouaient très bien la musique, les instruments. Oui. Je me suis dit qu'ils méritaient d'être aidés. Et ces 5 jeunes chanteurs, guitaristes, enfin je les ai amenés faire un tout petit peu le tour du monde. Je les ai amenés en France, après aux États-Unis, un peu partout. Donc tous les artistes me connaissaient déjà, ils chantaient et ils en parlaient. Et par la suite, dans le cadre des affaires, une jeune fille pas mariée, et pas d'enfants, dans le monde des affaires qui écoute tout le monde.
on en parle. Je ne le faisais pas exprès, mais je pensais à mes petits frères et il fallait que j'aide tout le monde. J'ai essayé d'aider ceux qui se mettaient devant moi. Je les aidais. La politique est arrivée bien après. Bien après. Au moment de la politique, j'étais mariée, après j'ai eu des enfants, et voilà. Le 30 septembre 1995, aux côtés de l'ex-première dame, Henriette Conté, vous avez présidé le premier défilé de mode des enfants en République de Guinée. Quel souvenir gardez-vous de cet événement? C'est tellement loin tout ça. En 95, vous dites? En 95. Waouh! Ce que j'aime les enfants, c'est agréable. Je sais qu'à l'époque, j'avais une fille, elle n'avait que 2 ans. Bon, je pense que j'ai eu ma deuxième fille qui a défilé aussi. Okay. Donc ça m'a beaucoup amusée. Elle ne voulait pas défiler, elle a défilé. Ça m'a beaucoup amusée. On en parle souvent. Il nous a été rapporté que l'une de vos filles porte le prénom de l'ex-première dame, Henriette Conté. Dites-nous, quels étaient vos liens? Henriette, parce qu'elle à un moment donné, elle habitait chez moi 1 mois aux États-Unis. Okay. Et elle était allée, je pense, pour les soins. Oui. Et ma fille est née devant elle. Elle était là. Elle a traversé les moments difficiles avec moi. Bon, je n'avais pas ma grande sœur à côté de moi. Votre encore même ma troisième. Okay. Et donc j'avais ni ma mère, je n'avais aucun autre parent direct. Oui. Elle était là comme une sœur. Elle m'a beaucoup aidée, elle m'a assistée jusqu'à la naissance de ma fille. Oui. Et cette fille a porté 2 prénoms, Henriette et Houlaimatou. C'est-à-dire que la première dame est ma grande sœur. Ok. Voilà. Okay. Vous êtes, on va revenir un peu encore en arrière. Vous aviez été arrêté en 2004, où vous avez passé 44 jours, je pense, en détention. En tant que femme, où vous avez puisé cette énergie pour tenir le coup? À partir du moment où j'étais certaine de ma conviction, je me suis beaucoup battue pour l'égalité des sexes, je me suis battue contre l'injustice. Et je me souviens que j'avais eu au début tout se passait bien avec le président Conté et tout le reste, mais peut-être que c'était ma conviction politique. Je n'avais pas la carte du parti PUP, mais je les aidais. Ah oui. Si on me demande, je les aidais. Et j'ai eu à adresser une lettre ouverte en parlant des difficultés du pays, des difficultés des dames. Ah oui. Et j'ai voyagé une fois survenue. Et d'abord, lorsque je suis partie en 2000, c'est parce que tout simplement, ils avaient refusé ma 3e candidature, que je sois candidate à la mairie pour une 3e fois. Ils avaient refusé. Oui. Et à l'époque, en 2000, j'ai été présentée par l'UFR. Et je pense qu'ils n'ont pas digéré cela. En 2004-2005, j'ai voulu sortir du pays une fois. Oui. Et j'ai exporté du café vert. Ils m'ont arrêté à l'aéroport. Ils m'ont dit que je ne pouvais pas voyager. Je leur ai demandé pourquoi. Ils disaient qu'on a besoin de moi. Je dis écoutez, ma candidature a été rejetée en 2000. Et là, je suis candidate de l'UFR. Je ne vois pas pourquoi le président peut avoir besoin de moi. Et puis, connaît mon numéro. On me dit que je ne pouvais pas voyager. Bon, je suis venue à la maison. 2 jours après, une forte équipe de policiers, je ne sais même pas combien. Le salon était noir de policiers. Ils sont venus me prendre et ils m'ont enfermé. Je vous assure que je ne leur ai pas fait de cadeau. Hein. Ah bon? Je suis restée 9 jours sans boire ni manger. Je savais que je ne pouvais pas dépasser les 10 jours. Les 9 jours, j'ai tenu comme ça pour leur montrer que je pouvais résister, que ça ne me faisait pas mal d'être enfermée. Je suis restée enfermée là et j'avais 96 kilos. Au moment où je sortais, je n'avais que 36 kilos. 36 kilos et j'avais presque perdu l'usage de mes pieds. J'ai eu des phlébites. Et puisque je ne marchais pas, il y avait une mauvaise circulation du sang. J'ai beaucoup souffert physiquement, mais moralement, j'ai eu la force de résister. Et avec le soutien de la famille? J'ai vu mon époux que le 11e jour de mon arrestation. Aucun membre de ma famille
Je n'ai eu le droit de voir ni un avocat, ni un membre de ma famille. C'est la Croix-Rouge qui a eu à intervenir et puis l'ambassade d'Allemagne et puis d'autres pays qui ont eu à intervenir pour moi. Et lorsque vous étiez en détention, quels étaient vos rapports encore avec l'ex-première dame à l'époque? Non, puisque personne ne me voyait, je n'étais en contact avec personne, elle n'est jamais venue me voir. Elle, par respect peut-être pour le système, elle ne pouvait pas se mettre entre son mari et moi. Je ne lui en veux pas. Donc j'étais détenue politique pour ma conviction, ce que je disais et le combat que je mène toujours et que je mène encore. Je mène encore le droit des femmes, la protection des enfants, le droit à l'expression, disons, contre l'injustice. C'est ma vie, ça. Vous êtes activiste pour la paix. Comment percevez-vous les tragédies que le pays a connues ces derniers temps? Et je déplore. Qu'est-ce qu'il faut pour que la Guinée connaisse une paix durable selon vous? Je déplore le comportement de mes frères en politique. Et lorsqu'il y a une certaine crise nationale telle que Ebola aujourd'hui, oui, tous les leaders doivent se mettre ensemble pour que nous puissions en discuter et qu'ensemble nous puissions élaborer une feuille de route pour savoir comment sensibiliser nos militants jusqu'à la base, par exemple. On doit se mettre ensemble pour défendre la nation. oui. Lorsque la nation est envahie par tiers, nous devons nous mettre ensemble pour aider. Et non pas dire oh, tant pis pour lui, tant pis pour lui. Ce tant pis pour lui, le vent, lorsqu'il souffle, il ne choisit pas les partis politiques. Oui. Ebola ne suit ni une ethnie, ni un militant politique. Oui. Donc, ce que je regrette pour notre pays, il y a eu beaucoup de turbulences, il y a eu des tsunamis politiques, il faut le dire, parce que tout simplement, ce sont les mêmes individus qui se connaissent depuis longtemps dans des milieux internes à eux, avant d'être politiques. Oui. C'est que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont ceux-là qui étaient de l'opposition avant. Oui. Et eux, ils étaient derrière le fauteuil. Donc ils se connaissent très bien. Il faudrait qu'ils arrivent à trouver un couloir de dialogue pour sauver la nation, pour sauver ce peuple de Guinée qui a tant souffert. On peut faire beaucoup de choses. On peut organiser autant de dialogue possible et à tous les niveaux pour que les gens comprennent. Notre pays est puni par le Tout-Puissant à la miséricordieux parce qu'on se refuse de se parler, parce qu'on ne dit pas souvent la vérité. Et donc nous sommes frappés par le fouet invisible de Tout-Puissant à la miséricordieux. Ce n'est pas normal que l'on vive tout cela aujourd'hui. Il faudrait que la Guinée, qu'on pense à la Guinée, qu'on se mette en question pour ouvrir ce dialogue, qu'on se donne la main pour sauver cette nation. Et il ne faut pas dire que parce que celui-ci est là, je ne veux pas de lui, il faut détruire. Nous devons nous mettre ensemble pour consolider la nation pour le futur. Car celui qui vient dans le futur ne peut pas gérer un pays où il n'y a pas d'habitants, par exemple. Donc voilà comment je souhaiterais que l'on pense et que l'on ouvre ce dialogue responsable social, culturel et politique pour sauver notre Guinée. Parce que vraiment, si nous nous entendons bien avec 12 millions d'habitants, Oui. ce pays est tellement riche que chacun peut vivre très bien. Ok. Étant ministre conseiller au cabinet du président de la République, quel est le premier conseil que vous avez donné au président? Le président, il nous aborde. Il nous aborde dans le couloir, une fois dans le salon de travail, et tout, nous échangeons et nous donnons nos avis. Oui. Il ne rejette pas instantanément les avis. Il les écoute, il discute, et des fois la corde est un peu raide, mais il écoute très bien. Mais puisque nous sommes 4 ou 5 conseillers, donc je ne suis pas la seule à parler, il écoute tout le monde, après il fait la synthèse, il prend le juste milieu. Moi, à ma qualité de ministre conseiller à la présidence, c'est que mon rôle, c'est de veiller beaucoup à la communication, c'est-à-dire lorsqu'il communique, je réfléchis, je donne mon avis, j'envoie un mémo. Je n'ai pas donné mon avis sur certains cas, mais il y a des cas, lorsqu'on parle très sensibles, donc je donne un petit avis là-dessus et qu'il analyse. Et s'il y a une communication présidentielle aussi à faire,
Oui. Donc, je donne mon avis sur les mots que je dépose également. Et dans le tas, je vois que plus de la moitié est pris en compte quand même. Et c'est important. Bon, cela veut dire que sur les 4-5 conseillers, peut-être qu'on a dû dire la même chose. Mais les 5, on ne se concerte pas pour donner. Sinon là, ça ne va plus. Oui. Il faudrait que chacun donne son avis, après on fait la synthèse, et puis après on se retrouve pour en discuter. Ok. En tant qu'une femme battante qui évolue toujours dans le domaine politique, est-ce que vous comptez vous présenter aux élections présidentielles 2015? Aussi longtemps que le professeur Alpha Condé est candidat, Oui. je ne vais pas me présenter parce que je suis son allié. Je suis son allié. J'ai mon propre parti politique, Oui. donc je suis allié dans le cercle arc-en-ciel. Oui. Donc tant qu'il est candidat, je ne peux pas être candidate, par respect pour mon engagement. Madame Kaba, nous tendons vers la fin de cette émission. Quels sont vos projets futurs pour le développement de ce pays? Mon plus grand souhait aujourd'hui, c'est la sécurité alimentaire d'abord, pour consolider la paix. Oui. Car avec la famine, il y a la violence, les réactions. Je souhaiterais qu'il y ait une étude spécifique pour chaque préfecture, Oui. et que l'on arrive à doter chaque préfecture d'un budget pour que chacune de ces préfectures arrive à produire ce qui pousse naturellement déjà dans sa dite préfecture, et que dans le futur, qu'on arrive à mettre des usines dans chacune des préfectures. Mais lorsqu'on dit qu'il n'y a pas d'électricité, donc on ne va pas implanter l'usine, nous allons continuer à tourner à rond. Avec 56 ans d'attente aujourd'hui, et si nous prenons une des préfectures Koubia qui produit où le quinquelba pousse naturellement, tout le monde consomme le quinquelba, une usine de fibres de quinquelba, ça va aider toute la nation. Si nous prenons la pomme de terre de Dalaba, c'est la même chose, le manioc de Cancan, les bananes et l'huile de palme de Zérekoré, on va voir qu'il va y avoir une relation transversale entre les 4 régions naturelles, oui. Et cet échange va renforcer l'amitié, ça va tisser un commerce triangulaire, et également tisser l'amitié et consolider la paix. Donc mon rêve aujourd'hui, c'est que l'on puisse doter chaque préfecture d'un montant aussi petit que soit qui dépasse le $1 million pour qu'il y ait un début d'exécution et que plus tard, qu'il y ait beaucoup plus encore. Car s'il y a la possibilité de faire la production dans une préfecture, il va y avoir la productivité, nous allons avoir une avancée dans la croissance économique et l'exploitation de nos produits qui vont être labellisés va permettre une entrée de devises dans nos banques centrales. Et cela, les Guinéens qui sont à l'étranger vont également pouvoir transférer leurs fonds d'épargne ici. Je pense que le message est bien perçu par toutes les femmes guinéennes et ce message passera dans de bonnes oreilles. Merci Adia de nous avoir reçus dans cette émission. Merci d'être venu et merci à Évasion pour tout ce que vous faites en République de Guinée et je félicite l'équipe. Chers téléspectateurs d'Évasion Guinée, ce numéro d'entretien prend fin ici. Vous pouvez nous suivre sur notre site www.groupeevasionguinée.info. Bonne soirée chez vous. À la semaine prochaine.